Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes le 8 février et le Bitcoin décide de partir vers le haut, mais en réalité il est suivi par tous les altcoins. C'est-à-dire que là on a une montée globale dans les cryptos depuis moins de 24 heures actuellement. Et aujourd'hui on va faire une émission un peu différente de d'habitude puisque je vais beaucoup discuter de moi en fait aussi, de mon portefeuille, de comment est-ce qu'on peut gérer de façon globale, je ne vais pas forcément aller dans les détails, comment est-ce qu'on peut gérer son portefeuille, l'optimiser, etc. Et les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Ça englobe en fait un petit peu tout ce qui est psychologie de marché, émotions que l'on peut ressentir aussi pendant les phases de marché, chose dont peu de gens parlent, mais en fait c'est hyper important je trouve. Et d'ailleurs je vais vous donner un petit conseil comme ça dans l'introduction au passage pour ceux qui restent pas longtemps, qui n'ont pas le temps de regarder l'émission entière. Vraiment là je trouve le truc hyper pertinent à faire, c'est d'imaginer tous les différents scénarios possibles et de se projeter dans les situations. C'est-à-dire, vous allez vous dire, voilà, j'investis cette somme, etc. Si ça chute, que ça perd 90%, comment je réagis? Si ça monte et que ça prend 300%, que je fais un x3, comment je réagis? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Essayez de vous projeter vraiment dans les situations, vous vous mettez un peu dans cet état psychologique pour essayer ensuite de voir comment est-ce que vous réagirez. Comme ça, le jour où ça arrivera, parce qu'il y a forcément un des scénarios qui va se produire, eh bien, vous serez préparé psychologiquement. Et pour finir, on ira voir peut-être quelques autres cryptos. J'ai commencé à faire un type d'émission qui me plaît beaucoup finalement, même si ça demande un peu de travail, c'est-à-dire que je vais voir vraiment toutes les cryptos, en l'occurrence j'étais allé jusqu'au top 200, que je ne connais pas, qui m'intriguent. Toutes les semaines, il y a des nouvelles cryptos qui intègrent le top 100 et le top 200, donc c'est des cryptos que moi j'ai envie d'étudier. Et derrière, je regarde les graphiques. Est-ce que la crypto existe depuis longtemps? Est-ce qu'elle est sur une configuration graphique intéressante? Est-ce que le projet est intéressant, etc. Je regarde tout ça avec vous et j'essaye de déterminer un peu sur lesquels je vais investir, en tout cas sur lesquels je vais diversifier avec mon portefeuille perso. Et du coup, je vous les partage aussi sur la chaîne. Je me suis arrêté au top 200 et je vais probablement aller plus loin, c'est-à-dire 300, 400, 500. Ça sera déjà pas mal, je pense, et on verra si on ira bien sûr plus loin par la suite. Pensez à vous abonner, à liker le contenu, ça soutient toujours le travail et ça met en avant un petit peu les vidéos si ça vous plaît. Moi, je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Je commence par te dire qu'il y a un outil que je te partage sur cette chaîne, c'est un tableur que j'ai créé. Si tu as plein de cryptos, plein de plateformes, c'est hyper pratique parce qu'en fait sur ce tableur, tu rajoutes toutes tes cryptos. Donc là j'avais fait un test. Mais par exemple tu vas mettre, j'en sais rien moi, AVAX, CFX, voilà, vraiment, jusqu'au top 2000 en fait elles sont disponibles. C'est-à-dire que toi tu vas mettre toutes tes cryptos ici, par exemple Maple, MPL, j'étais en train de penser à ça aussi par rapport à une question qu'on m'avait posée par mail. Mais voilà, elles y sont toutes, et puis derrière, et toi tu vas dire, du AVAX j'en ai sur la première, là tu vois t'as les colonnes par plateforme. Tu vas dire sur Binance j'en ai par exemple 5, sur Coinbase j'en ai 3, etc. Tu vas, sur toutes les plateformes que tu possèdes, tu vas pouvoir renommer les numéros en haut, tu vas mettre tes plateformes, tu vas dire ce que tu as comme AVAX, pareil pour CFX, Maple et toutes les cryptos que tu possèdes, tu fais ça. Et derrière, tu as la récap sur le tableau de bord. Tu sais combien tu as d'argent par rapport à ce que tu as investi. Il y a également un onglet pour mettre justement ton total investi en euros, etc. et tes transactions par rapport aux euros. Voilà, plein de choses. N'hésite pas à y jeter un œil si ça t'intéresse. Je te mets une petite vidéo en haut à droite où j'explique en détail le fonctionnement de cet outil. Et après, dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, tu retrouveras un lien qui t'amène sur le site de CryptOrganize pour l'obtenir. Le lien, il est ici. Regarde, je te montre. Hop, voilà, tu vas tomber là-dessus. Tu as les tableaux et les différentes offres. Ça marche par abonnement. Initialement, je faisais des tarifs du genre, voilà, c'était des donations et il y a eu un moment où ça allait monter jusqu'à 80 euros, etc. Et les personnes, elles pouvaient pas l'essayer avant et elles partaient déjà sur un truc à 80 euros, alors que là, pour 3,50 euros, tu l'essayes. Si ça te plaît pas, tu te désabonnes tout simplement. C'est réglé, terminé. Donc, on a du mouvement dans les cryptos. Regardez-moi ce graphique du Bitcoin, magnifique en mensuel, il est magnifique, tout simplement. Depuis le mois de janvier 2023, on a un Bitcoin qui ne fait que monter, avec tout de même une hausse, on va dire assez rapide tout de même, mais qui a bien ralenti aux alentours du mois d'avril, mai, juin, juillet, août, tout ça, c'était une période de stagnation pendant 3-4 mois. Et derrière, boum, la vague supplémentaire, et la deuxième vague, généralement, elle est toujours plus violente que la première. Si on reprend un peu de l'héliotisme ici, en mensuel, on aurait une vague 1, une vague 2, la vague 3 qui est généralement la plus violente, la quatrième qui serait une vague baissière, et puis la cinquième qui monterait pas forcément beaucoup plus haut. Voilà, après c'est à voir comment ça se passe, mais j'avais à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, je suivais un YouTuber qui s'appelle Crypto-monnaie Analyse FR. Et à l'époque, j'adorais ces vidéos, je suivais vraiment tout, même si, voilà, il y a des fois des vidéos un peu longues où il parle beaucoup, il rabâche un peu les mêmes trucs, mais en fait, c'était hyper important pour réussir à comprendre un peu les différentes vagues au niveau de l'héliotisme. C'est hyper compliqué de suivre ça au quotidien, on va pas se mentir, mais c'est hyper intéressant. Et vous voyez que là, la troisième vague,
eh bien, on a le niveau finalement le plus attendu qui se trouve ici. Les 51 000, c'est les 161,8 de Fibo. Et ce qui est incroyable dans l'héliotisme et ce qui est super dur finalement, c'est de continuer à maintenir son objectif. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, moi j'avais pas forcément fait ce travail au préalable, déjà parce que je regarde pas beaucoup les graphiques en mensuel, mais ceux qui font de l'héliotisme vraiment couramment, ils vont se dire voilà, il y a ce niveau, c'est l'objectif où effectivement le Bitcoin peut résister, c'est-à-dire en tout cas on peut retracer à partir de là, hein, il faut quand même s'en inquiéter. Les 123,6 sont possibles aussi, je crois, sur une vague 3, mais c'est moins probable, donc la probabilité qu'on vienne jusqu'aux 51 000 est peut-être plus importante. Malgré tout, cette hésitation, vous voyez ici, lorsqu'on a touché les 49 000 et qu'on revient chercher les 38 000, en fait ça peut remettre vraiment tout en question dans notre tête. C'est-à-dire que même si on est convaincu en fait que cette vague 3 elle va s'accomplir, on se dit que voilà c'est bon ça va se faire, on voit le Bitcoin, alors ça c'est quand même fou quoi, s'arrêter aux 49 000, alors 49 000 précisément, pour une semaine après se retrouver à 38 000, on se dit bah non en fait on n'ira jamais aux 51 000, c'est fini, c'est foutu quoi. Dans notre cerveau il y a tout qui est chamboulé d'un coup en fait avec ce genre de mouvement, et derrière on voit qu'en fait ça, la bougie mensuelle elle clôture finalement plutôt pas mal dans le vert, et que la bougie suivante commence vraiment dans le vert également, et que ça pousse, voilà. Mais après encore une fois c'est pas du tout le moment d'investir dans le Bitcoin, hein, ça c'est clair. Je parle sur le court terme, sur du moyen long terme, on est toujours dans une phase intéressante a priori pour faire un investissement, même si ça peut être intéressant de privilégier des retracements tels que par exemple les 30 000 hein, si on vient récupérer la ligne de tendance plus basse. On va faire un tour, on va zoomer bien sûr sur des graphiques plus court terme, notamment le weekly, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ah oui, je voulais juste préciser une chose, désolé, je retourne sur le mensuel, là je vous dis les 51 000 etc, c'est un niveau voilà, qu'on attendait finalement, on l'a pas atteint etc. Malgré tout, moi sur la chaîne, au quotidien j'ai rabâché que les 48 000 c'était un fort niveau de résistance, et on allait les chercher précisément, hein, ce niveau des 48 000 pour retracer. Maintenant, l'héliotisme, après en fait il y a plein de types d'analyses différentes, et vous pouvez les combiner pour essayer de vous faire un avis, pour essayer de mettre des ordres de vente, d'achat etc. Mais ce que je veux dire c'est que si on prend simplement une analyse classique en se disant on prend un Fibo, on prend le retracement de la chute, on regarde la ZR en mensuel et on se dit voilà 48 000 c'est un niveau de résistance, bah là on avait raison, vous voyez, ça semblait logique en fait qu'on vienne résister sur ce point là. Et il n'y a pas une analyse qui est vraie et une analyse qui est fausse. Parce que par exemple, regardez ici, l'analyse que j'avais faite qui est très très simple et hyper basique que tout le monde peut faire en un clic, hein, et finalement a été vérifiée. On est venu chercher les 48 000 et derrière on a eu le doute, hein, la peur avec le retour aux 38 000. Et maintenant on remonte. Et en fait, peut-être qu'on va venir chercher ces 51 000 et que dessus on va résister de nouveau. C'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une analyse qui va vous donner un point de résistance, une autre analyse qui va vous donner un autre point de résistance, et encore une autre analyse qui va vous en donner une autre. En fait, il n'y a pas une analyse qui est mieux que l'autre. Le Bitcoin il peut faire ça, résister un peu ici, monter ici, résister un peu plus ici, vous voyez, monter au troisième, et là, hop, on entame un crash, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout est à peu près viable. Ça peut arriver des fois qu'on dépasse un peu, qu'on s'arrête un peu avant ou qu'on dépasse un peu les points de résistance, etc. Mais en fait, un point de résistance, ça ne nous dit pas si le marché va se retourner ou pas, si on va changer de sens ou pas. Ça nous dit simplement que, ouais, on peut résister. Peut-être ça peut être un jour, 2 semaines, un mois, 2 ans, voilà, on ne sait pas. Mais c'est toujours intéressant. Alors, je retourne sur... Enfin, je vais maintenant voir le weekly, et là, on a une autre information qui nous est donnée. Le plus pertinent des graphiques, c'est le mensuel. Ensuite, c'est le weekly, ensuite, c'est le daily, ensuite, c'est le 4 heures, etc. Plus on zoome, et moins c'est pertinent, en tout cas. Moins ça a d'importance, moins ça a de valeur. Ici, sur le weekly, c'est très intéressant parce qu'on est en train de pousser, on est au 45 400 et on vient au-dessus de cette limite là, de cette ligne. Si dimanche soir on clôture sur les niveaux actuels, là le graphique weekly devient bullish. Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, certes on a cassé les... Alors le niveau précis c'est 44 000, certes on l'a cassé, on voit qu'il y avait eu 2 clôtures au préalable sur ce niveau des 44 000, mais il faut attendre la clôture de dimanche pour voir ce que ça donne. Ok, donc potentiellement le weekly va tourner bullish dans quelques jours. Le daily, qu'est-ce que ça donne? Ah, le daily, il a moins d'importance, je le précise, il a moins d'importance que le weekly, qui lui-même a moins d'importance que le mensuel. Le mensuel, il nous dit 51 300, très cool. Pourquoi pas. Le weekly nous dit, si dimanche on clôture sur le niveau actuel, c'est bullish. Et le daily, lui, nous dit pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément positif si on... Enfin, comment dire ça? Je reprends ça, voilà. Le daily nous dit quoi? Il nous dit déjà le Bitcoin il a beaucoup poussé, on voit que le RSI a touché son paroxysme à cet endroit-là, donc c'était il y a très longtemps. Depuis le RSI ne fait que chuter, on s'approche, alors c'est ça aussi qui est intéressant sur le daily, on s'approche actuellement d'une ligne de résistance à la fois sur le RSI,
à la fois sur le cours, la ZR ici entre les, regardez, 45 et 46 500 à peu près. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à tenir cette zone pendant 4 jours? Franchement, c'est pas sûr, hein. On est quand même dans une zone de résistance ici. Donc le daily est beaucoup plus mitigé. C'est-à-dire que le weekly, il va nous dire que potentiellement on rentre dans un marché bullish si on clôture sur les niveaux actuels dimanche. Mais le daily nous dit que peut-être que dimanche, en fait, ça va être compliqué de clôturer sur les niveaux actuels. Parce que là, on est dans une ZR. Je suis pas sûr que pendant 4 jours, on va avoir des bougies qui vont faire comme ça, stagner sans bouger, quoi. Est-ce qu'on va venir peut-être même casser ce sommet? Peut-être. En fait, si vous avez... c'est là en fait où il faut bien regarder les graphiques chaque jour, un peu voir ce qui se passe. Vous avez ce niveau là qui est la clôture du 8 janvier. Si on vient au-dessus sur une journée et donc admettons clôturer vers les 48 000, là le daily devient bullish également. Mais on y est très très loin actuellement, hein. On y est extrêmement loin. Il y a tellement de... En fait, c'est tellement fort comme résistance au vu de ce qu'on voit sur le RSI, etc., que ça va être compliqué. Ça c'est pour le daily, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller zoomer encore plus sur ce graphique. Maintenant le Fear and Greed. Le Fear and Greed, il est sur les 66. Donc oui, on est est-ce que c'est non, on n'est pas dans l'extrême greed, on est dans le greed. Ça veut dire que actuellement, la plupart des gens sont assez bullish sur le Bitcoin. On était revenu vers les 50, donc en zone neutre, quand le Bitcoin avait touché les 38 000. Peut-être même qu'on était à 45, je sais plus. Je pense qu'on peut le voir ici. Voilà, 48 on a touché. Et regardez ici encore avant, entre septembre et décembre, quand le Bitcoin n'a fait que monter, le Fear and Greed était aux alentours des 70, 65, etc. Et là actuellement on est sur les 66, donc c'est pas si haut, parce qu'on a vu dans l'histoire du Bitcoin sur ces 4 dernières années, des Fear and Greed qui dépassaient les 90 très fréquemment, notamment pendant les phases de hausse très violentes, un peu comme celle qu'on a vécue d'ailleurs, mais là on n'a pas eu cette euphorie, en tout cas si importante pour l'instant. Et en même temps c'est logique, on est encore avant le halving. On n'en a pas encore trop parlé dans les médias, ça arrivera dans les mois qui viennent. Moi je me rappelle encore, j'ai créé cette chaîne YouTube en novembre 2020. C'est ça, novembre 2020, 6 mois après le halving en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la chaîne YouTube est passée de 0 à 25 000 abonnés à 20 000 on va dire, 20 000 abonnés en 6 mois à peu près. C'était le meilleur moment en fait, c'était le moment, si je reprends le... 2020, c'était là. Voilà, j'ai commencé ma chaîne YouTube ici. Donc derrière, ça a fait ça. Et en fait, c'est le moment où la chaîne YouTube a pris 20 000 abonnés. C'est logique, dans le sens où plein de gens se sont intéressés aux crypto. On en parlait dans les médias, etc. Je faisais des vidéos avec 10 000 vues, etc. Alors que mon contenu n'était pas si exceptionnel. En réalité, je n'attribue pas ces performances à mes qualités de youtubeur, sachant que ça faisait moins de 6 mois que j'avais commencé à faire ça et que j'étais pas forcément à l'aise en plus, donc j'attribue vraiment pas mes performances à ça en fait, hein. C'était plus le contexte. Maintenant c'est différent, il y a beaucoup plus de youtubeurs, hein. C'est à dire que les performances que j'avais faites à cette époque là, si on devait le refaire maintenant, je pense pas que ça soit similaire, et peut-être que je me trompe. Donc en réalité c'est la bonne fourchette actuellement entre maintenant et dans 6 mois, hein, pour créer une chaîne YouTube crypto a priori, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. On a vu le Fear and Greed. On va regarder un peu Decentrader. Decentrader, on a de la liquidité qui s'est accumulée un petit peu plus ici aux alentours des 52 000, mais ça reste très léger. Vous voyez que le niveau des 51 000, il représente pas grand chose aussi non plus sur cet espace de liquidité. Donc bon, je pense que ça a plus beaucoup d'impact en réalité maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui trade le spot actuellement, qu'à l'époque, je parle de il y a un an, quand le Bitcoin était à 15 000 $, plus personne ne s'y intéressait. Les seuls traders, les seules personnes qui allaient investir faisaient plus du trading justement sur le contrat dérivé. Donc la part de marché des contrats dérivés à l'époque était beaucoup plus importante que maintenant, j'en suis convaincu. Mais ça reste toujours très intéressant de regarder ça, parce que si à un moment donné vous voyez énormément de liquidités qui s'accumulent sur un espace de prix, là il faut commencer vraiment à se pencher sur le sujet. On a vu que ça a vraiment bien marché cette dernière année. À chaque fois qu'on a fait ce travail avec les liquidités, c'était vraiment très propre, hein, très propre. Je retourne sur le Bitcoin. Donc au niveau là, on a parlé beaucoup des niveaux de support. Maintenant le niveau de résistance, on a parlé beaucoup des niveaux de résistance. Maintenant le niveau de support, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, si on reprend le Fibo qui récupère la hausse récente, on l'a le niveau de support, c'est les 32 000 jusqu'aux 30 000. La ZR elle est un peu plus basse, mais sinon on a un gros point de support à cet endroit-là, sur le prolongement de cette ligne, pour quelqu'un qui souhaiterait pourquoi pas investir. Et là surtout ce qu'on voit sur le daily, c'est que le M est tout à fait envisageable ici encore, et même, je dirais même probable, au niveau du daily. C'est très difficile, hein, vous voyez, quand on fait des analyses, moi je dis des choses, après je dis l'inverse, mais il faut comprendre que derrière, voilà, on sélectionne des supports, des résistances, et on essaye de jongler au mieux dessus et voir un peu ce qui
le plus probable. Autant quand on était ici, vous voyez, la probabilité de hausse pour moi était hyper pertinente et importante. Autant maintenant qu'on est revenu sur les 61,8, une zone de résistance, etc., c'est difficile de savoir si en fait on va pousser aux 51, 52 000, 55 ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, je suis assez convaincu qu'en fait on va dessiner une construction baissière dans les mois qui viennent. C'est le plus logique en fait en réalité sur ce graphique. On va regarder rapidement l'altcoin dominance. Là c'est intéressant parce que les altcoins en fait ont beaucoup de retard, comme je le disais, et puis ça se voit sur ce graphique. Regardez, là on était en mai 2021, là le bear market il a commencé ici, vous voyez là bear market Terra Luna, le crash de Terra Luna, FTX, les altcoins en fait n'ont pas trop subi tous ces événements. On était très très haut sur l'altcoin dominance. En fait c'est que cette dernière année, depuis que le Bitcoin monte, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est la montée du Bitcoin là actuelle qui a fait que les altcoins sont en retard, parce que le Bitcoin est monté en solitaire. Alors vous allez me dire oui c'est pas vrai, il y a des cryptos qui montent, etc. Évidemment il y en a qui montent et il y en a qui performent plus que le Bitcoin, notamment Solana et d'autres. Après dans cette altcoin dominance, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la capitalisation qui est prise en compte dans le calcul. Ça veut dire que le poids que le Bitcoin pèse sur ce graphique, c'est sa capitalisation qui actuellement est de 800 milliards peut-être, je sais pas combien, 885 milliards, voilà. Et derrière vous avez un Solana qui a fait x10, donc là actuellement on est sur 2,6 milliards, ça veut dire qu'on était sur 260, je vais essayer de pas dire de bêtises dans mes calculs, 260 millions de capitalisation pour Solana, et il a fait x10, donc on est passé à 2,6 milliards. Donc en gros le Bitcoin lui quand il fait un x2, vous voyez qu'il prend 400 milliards en capitalisation, ça il faut le comprendre, 400 milliards de dollars. Et quand le Solana il fait un x10, il est passé de 260 à 2,6 milliards. Donc le Solana a pris 2 milliards grosso modo. 2 milliards. Là, vous avez un x10 avec 2 milliards, et là avec 400 milliards, vous avez un simple x2 sur le Bitcoin. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait, sur ce graphique, et la raison pour laquelle aussi, lorsque vous avez des altcoins qui surperforment le Bitcoin, c'est à ce moment-là précis que vous allez voir un changement radical sur votre portefeuille, et il faut faire très attention à ces moments-là. Il ne faut pas céder à l'euphorie, il ne faut pas se dire je suis le meilleur, je savais que ça allait monter, etc. Après c'est le piège, on ne sait plus quand revendre, on n'a plus envie de revendre après quand ça monte. Mais je sais que c'est pas facile, parce que même lors du précédent bull market, alors je vais pas vous mentir, ça serait vous mentir vous dire que j'ai perdu de l'argent pendant ce bull run, puisque j'ai commencé à investir ici. Donc c'est impossible presque d'avoir perdu de l'argent dans les cryptos si vous avez investi pendant la phase en 2019, 2020, etc. Sauf si vraiment vous avez fait des très grosses bêtises. Mais malgré tout, oui j'ai gagné de l'argent. Par contre, j'ai fait énormément de bêtises. J'aurais pu gagner beaucoup plus, j'aurais pu optimiser beaucoup mieux mon portefeuille. Chose que j'essaye de faire maintenant, notamment quand je vous ai dit pendant le bear market que ça pouvait être intéressant, petit à petit en tout cas, de se réfugier dans le Bitcoin, ce qu'on a fait un peu au quotidien à un moment donné, jusqu'à ce qu'on fasse l'inverse, qu'on se réfugie maintenant dans les altcoins. Depuis que le Bitcoin monte en solitaire, l'altcoin dominance chute, on essaye de faire l'inverse. Et ça c'est une optimisation assez folle qui peut booster les performances de votre portefeuille sans problème, quoi. Voilà. Voilà pour ça, je voulais vous montrer. Alors, on va regarder un peu l'Ether, parce que l'Ether il monte aussi là actuellement, mais contrairement au Bitcoin, vous voyez qu'on est alors là je suis sur le graphique weekly, vous avez vu que sur le Bitcoin on avait cassé un niveau, sur le Ether ça n'est pas le cas. Et donc en fait l'altcoin dominance, vous voyez qu'elle est en chute en fait, avec ces 4-5 bougies consécutives dans le rouge. Donc oui l'Ether monte un peu, mais c'est très léger en fait, c'est encore et toujours un très bon moment pour changer des Bitcoins contre des altcoins, tout simplement. Donc ça c'est l'Ether. On peut regarder un peu le Binance Coin, je crois, qui également lui performe légèrement. Voyons voir un peu. Ouais, vous voyez ça, le Binance Coin sur le plus court terme, si on zoome là, on est légèrement plus bullish que l'Ether. Sur le plus long terme, on n'est pas plus bullish parce qu'on n'a pas dépassé ces niveaux-là, alors que sur l'Ether on est plus haut, par là. Mais par contre sur le court terme, si on regarde ici, donc là je suis en weekly, mais je vais zoomer en daily. On a quelque chose. Ah putain, c'est incroyable ça. Alors, des graphiques comme ça, j'en vois rarement. Je vois sur le daily finalement quelque chose en baisse, et quand je me mets sur le weekly, regardez, j'ai quelque chose en hausse. C'est intéressant. C'est vraiment étrange. Je vois rarement ça sur les graphiques. Vous voyez, autant il y a un canal haussier sur le weekly, autant je zoome sur le daily. Bon, c'est par rapport aux clôtures, évidemment, c'est logique, ça peut se produire sans problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est marrant. Donc ici, vous avez en fait une jolie cassure au niveau du daily. Donc le daily est très bullish. En plus de ça, vous avez le W confirmé, etc. Très bullish pour Binance Coin ici. J'ai envie d'aller voir Matic parce que pour moi, les deux cryptos sur lesquels c'est intéressant de se pencher,
Après, il y a évidemment toute la partie risque, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que je parle des petites cryptos, des cryptos qui vont peut-être faire un x1000, etc. Mais j'en sais rien, personne ne sait quelles cryptos vont faire x1000 ou x100 ou x200. Mais en termes de grosse capitalisation, moi ce que je peux vous dire, c'est que le Binance Coin est hyper intéressant en ce moment. Voilà, parce qu'il est hyper bas, il a vraiment pas beaucoup performé cette dernière année, alors que l'année dernière il était au sommet hein, par rapport au Bitcoin. Regardez Binance Coin, BTC, voilà. Quand on voit ça, on se dit mais la chute qu'on a eue cette dernière année, regardez là, le sommet c'était en novembre, là on était le 7 novembre 2022, donc quasiment début 2023 grosso modo. Ça c'est 2023 sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin. La ZR elle est là, je vous la montre, elle est là. Voilà. J'ai pas besoin de dire grand chose de plus pour savoir que, enfin, pour se rendre compte que c'est assez intéressant. En termes de graphique, je parle. Je parle en termes de graphique. Maintenant, c'est une grosse capitalisation. C'est tout un écosystème aussi décentralisé. Donc, personnellement, ça me paraît intéressant pour investir. Maintenant, il y a aussi Matic. Voilà, c'est les deux cryptos en ce moment qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Je parle des grosses capitalisations. Alors oui, il y a un peu les nouvelles blockchains, TIA, DIM. Il y a DIM aussi qui est une crypto-monnaie qui existe depuis hier. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, moi j'en ai acheté un petit peu. J'ai pas, j'avais vérifié les airdrops et tout ça, et en fait j'ai pas été éligible. Donc hier, quand il était à 5 dollars, j'en ai pris un petit peu. Parce que voilà, ça fait partie encore de ce nouvel écosystème qui arrive avec TIA, DIM, etc., Dimension, qui sont des blockchains, ce qu'on appelle modulaires, c'est-à-dire qui ne gèrent pas tout en même temps. Au lieu d'avoir une blockchain qui gère le consensus, la validation, l'exécution, etc. de la blockchain, que en gros on est une seule entité qui gère tout, eh bien on va avoir quelque chose de différent avec une blockchain, en l'occurrence celle de TIA, qui va gérer tout ce qui est stockage. Ensuite il y a DIM, cette crypto-monnaie là, qui va gérer un petit peu tout ce qui est exécution. La blockchain de TIA peut s'associer également avec d'autres layer 2 pour effectivement faire l'assistance justement sur le stockage des données, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Honnêtement, j'ai lu pas mal de choses dessus. Je vais pas vous mentir, je suis pas développeur, j'ai pas forcément tout compris, mais c'est hyper intéressant. C'est encore une sorte de nouvel écosystème qui arrive un peu dans l'écosystème, dans la blockchain et les cryptos. À chaque cycle, il y a des nouvelles perspectives avec des nouvelles idées, des développeurs qui développent des nouvelles choses pour améliorer ce qu'on a toujours voulu sur les blockchains, c'est-à-dire la scalabilité, l'interopérabilité, la décentralisation. Pour que ces trois données-là puissent être conciliées, eh ben on essaye de faire des améliorations à chaque fois. Est-ce que ça sera la solution? Est-ce qu'il va y avoir des hacks, des problèmes sur ce genre de système? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il y a un énorme engouement à travers ces blockchains, et raison pour laquelle ça peut être intéressant quand même de diversifier avec ce genre de crypto. Maintenant, voilà, qui a envie d'acheter du TIA maintenant? Regardez-moi ce graphique-là. Voilà, j'ai pas saisi l'opportunité. Moi, personnellement, aujourd'hui, je n'achète pas de TIA. Le DIM, je l'ai pris parce qu'il s'est lancé hier. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Il vient juste d'être listé. Il est sur les 5 dollars. Et sur le graphique 1 heure, on voyait quelque chose comme ça qui naviguait. Bah voilà, on a une sorte de triangle rectangle qui a été cassé. Maintenant, ça a l'air d'être parti. Hein, et ça peut partir, hein, vraiment très fort. Parce qu'en fait, à l'époque, un petit peu la nouveauté, c'était Solana à l'époque. Donc si je regarde Solana, regardez, qu'on se met sur le... Là, je suis sur du 1 heure, ça va pas le faire. On va se mettre sur du mensuel. Voilà. Vous reprenez Solana à ses débuts, ici. Regardez le graphique. Voilà. C'était un peu pareil. Il s'est lancé là, regardez. Puis en fait, il est très vite monté. Et puis, il n'a jamais retrouvé ses niveaux de départ. Donc c'est possible que ça fasse la même chose sur ce genre de crypto par la suite. Je vais me remettre en weekly. J'aimerais bien retrouver ici. Voilà, vous voyez la première semaine du lancement de Solana, on est venu chercher les 1,30$ pour retracer aux 57 centimes par la suite. Derrière, on va dire un an après, je sais pas, là je suis en hebdomadaire, donc plutôt 3-4 mois après, on est venu chercher les 4$. Ouais, incroyable. C'est comme si le DIM là passait des 5 aux 20$ dans 4 mois, vous voyez. Derrière, 3-4 mois plus tard, on redescend vers les 1$, donc ensuite DIM il repasse sur les 5$. Vous voyez, imaginez un peu le scénario, voilà. Et d'un coup ça monte, bam, on a TIA, l'écosystème qui commence à être très utilisé, tout le monde va dessus, etc. Parce que en fait on se rend compte qu'il y a des applications, il y a plein d'applications, plein de développeurs qui vont sur ces blockchains là parce que justement le pari de la scalabilité, l'interopérabilité, etc. a été résolu. En tout cas ça fonctionne correctement pour l'instant et donc du coup ça peut accueillir beaucoup plus d'utilisateurs sans augmenter les frais de transaction, admettons. Ben voilà, beaucoup de monde vont aller sur ces blockchains et derrière voilà ce qui peut se passer. Donc là on est passé des 1 au 58. Donc x58, c'est comme si vous avez
le DIM par exemple, hein, même si c'est un exemple vraiment au pif, et peut-être que ça va pas du tout se passer comme ça, mais qui passait du coup de 5 à 200, 250 $, vous voyez. Et derrière, bah, ce qui s'est passé, c'est que le Solana, il est monté jusqu'aux 260 $. Donc vous voyez, un fois 260, quasiment un fois 300 hein, par rapport à ceux qui avaient pu l'acheter au lancement en fait, hein. Moi je trouve ça incroyable. Et oui, on peut dire que ce prix-là, c'était une sorte de bulle et que derrière, on revient chercher les 7 $, donc ça prouve que c'était pas justifié comme prix. Euh, mais aujourd'hui, on remonte sur les 104, voilà. Est-ce que c'est justifié? J'en sais rien. En tout cas, c'est possible, et ça, il faut quand même le comprendre, c'est possible qu'on ne dépasse pas beaucoup ce sommet-là. Donc autant que sur Solana, vous pouvez peut-être faire un x2, x3, j'en sais rien, on peut peut-être monter à 200, 300 $, hein, on le dépasse légèrement, etc. Mais voilà, l'euphorie, la bulle sur cette blockchain, elle est, selon moi, peut-être que je me trompe comme toujours, elle est selon moi passée. Et vous avez dû remarquer que souvent je vous dis, peut-être que je me trompe. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, moi mon avis, mon point de vue, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont regarder des vidéos sur YouTube et qui vont adhérer, qui vont être par exemple fans d'un YouTuber, qui vont peut-être par exemple adhérer tout ce que le YouTuber va dire. Parce que si c'est lui qui l'a dit, c'est que c'est vrai, vous voyez. A contrario, il y en a d'autres qui vont au contraire rejeter tout ce que les YouTubers vont dire en disant, bah par exemple lui, tout ce qu'il dit, bah c'est faux en fait, parce que le seul truc qu'il veut c'est mettre des liens de parrainage, faire de l'argent, gagner de l'argent, c'est son seul objectif. En plus il est dans les cryptos, donc lui ce qu'il veut c'est être riche, c'est tout. Son but c'est pas de partager, etc. Et donc il faut faire la part des choses, et il faut pas rester dans l'extrême, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Il faut avoir un esprit critique et se dire, bah voilà, là ce qu'il vient de dire ça me paraît cohérent, je vais faire même des vérifications si c'est nécessaire. Vous pouvez aller sur les graphiques vous-même, regarder les choses, etc. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah, tu t'es trompé ou t'as fait une erreur sur tel truc. Et je dis, bah oui, ça peut arriver. Sur les vidéos, je fais des erreurs, etc. Mais des fois, vous pouvez dire, ça c'est cohérent ou ça l'est pas, tout simplement. Voilà. Vous pouvez simplement ne pas être d'accord. Il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. Bah, écoutez, j'arrive sur la fin de cette émission où j'ai beaucoup parlé de moi. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et pour être honnête, c'est pas du tout les émissions qui marchent le mieux, mais j'aime bien aussi faire ce genre de choses. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker le contenu si ça vous plaît. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo et les prochaines, elles vont être un peu plus structurées, je vous le promets. Ciao tout le monde, à bientôt.